Si je vous demandais de me citer les plus grands pilotes moto de tous les temps, Marc Marquez sortirait à chaque fois. 8 titres mondiaux, probablement 9 au terme de la saison 2025, presque 100 victoires, un style de pilotage novateur, en bref, une légende. Aujourd'hui, c'est l'heure de son vrai ou faux. Petit rappel, comme d'habitude, inutile de me proposer des facts vrais ou faux sur Marc Marquez en commentaire de cette vidéo, vu que vous êtes en train de regarder la vidéo en question. Donc voilà, je dis ça pour les 2-3 du fond qui n'écoutent pas, et le thème du prochain vrai ou faux sera dévoilé en fin de vidéo. On commence. Vrai ou faux? Marc Marquez a été pendant un temps le plus jeune vainqueur de Grand Prix en championnat du monde moto, soit à son arrivée en 125, mais il fut détrôné depuis. Alors c'est vrai qu'il a été détrôné, mais en fait il n'a jamais été le plus jeune vainqueur en championnat du monde moto. Vous allez voir. Né le 17 février 1993 à Cervera en Espagne, Marc Marquez enfourche sa première moto à l'âge de 4 ans, et très vite, il débute la compétition. Prenant ses premiers titres quasi immédiatement, il grimpe les échelons entre la fin des années 90 et début des années 2000, entre championnats régionaux puis nationaux avec des motos toujours plus puissantes. Jusqu'au CEV, le championnat espagnol, qui forme beaucoup de jeunes talents. Mais Marc est handicapé par son faible poids. Par souci d'équité, on lui ajoute un ballast de 20 kg, ce qui n'est pas rien, mais ça ne l'empêche pas d'aller en mondial. Direction le championnat du monde 125 en 2008, où l'homme de Cervera réalise une première saison convaincante, avec beaucoup d'entrées dans les points et un podium à Donington. Et justement, à Donington, c'est le Britannique Scott Redding qui remporte la course et devient le plus jeune vainqueur en mondial à l'âge de 15 ans et 170 jours. Marquez devra attendre sa troisième saison en mondial, donc 2010, pour décrocher sa première victoire. C'était au Mugello à 17 ans et 109 jours. En fin de saison, il prend son premier titre mondial, mais là encore, il n'est pas le plus jeune. Ce record est détenu encore aujourd'hui par Loris Capirossi et son sacre en 1990. Pour ce qui est des vainqueurs de Grand Prix, Scott Redding sera battu par Challenger en 2018 quand le Turc s'impose à Valencia pour sa toute première course en mondial. Il avait 15 ans et 115 jours. Aujourd'hui, Marc Marquez n'est même pas dans le top 10. Maintenant, si on passe en Moto 2, qu'est-ce que ça donne? Champion en catégorie inférieure en 2010, Marc découvre la catégorie intermédiaire dès 2011 et s'impose pour la première fois en France à 18 ans et 87 jours. Et là, oui, il devient le plus jeune vainqueur de cette catégorie, anciennement la 250. Il sera battu en 2022 par Pedro Acosta à 18 ans et 4 jours. Et si Marc avait gagné le titre en 2011, il serait devenu le plus jeune champion de la catégorie, mais il a échoué derrière Stefan Bradl. Du coup, Dani Pedrosa est toujours le plus jeune champion de la catégorie intermédiaire, avec son titre de 2004 à 19 ans et 18 jours. Passons à la catégorie reine que Marquez découvre après son sacre de Moto 2 en 2012. Direction Honda Repsol, et d'entrée, il impressionne. Quelque part, on pouvait s'y attendre, et après une belle entrée en matière où il se bat contre Valentino Rossi pour la 3ème place, l'Espagnol décroche la victoire dès son 2e Grand Prix dans l'élite, à l'occasion de la première course tenue sur le circuit des Amériques, à Austin. Après s'être longuement battu contre son équipier Dani Pedrosa, il devient à 20 ans et 60 jours le plus jeune vainqueur de la catégorie reine, détrônant Freddie Spencer et ses 20 ans et 196 jours lors de sa victoire à Spa en 1982. Record toujours d'actualité pour Marc Marquez, de même que celui du plus jeune champion du monde à 20 ans et 266 jours, là encore, devant Freddie Spencer. Vrai ou faux? Marc Marquez est le premier Espagnol à être champion du monde MotoGP. C'est faux. Si aujourd'hui on a l'habitude de voir l'Espagne au sommet tous les week-ends quasiment, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Si la moto est un sport national de l'autre côté des Pyrénées, les pilotes ont mis longtemps à triompher, en catégorie reine du moins. Oui, car le premier titre, toutes catégories confondues, remonte à 1969 avec Angel Nieto. L'homme d'Ibiza remportera un total de 13 titres mondiaux entre catégories 50 et 125, faisant de lui le 2e pilote le plus titré du championnat du monde de vitesse moto, derrière les 15 sacres de Giacomo Agostini. En plus de Nieto, des noms comme Ricardo Tormo, Jorge Martinez ou Manuel Herrero s'ajouteront au palmarès et en 1988, Cito Pons devient le premier Espagnol vainqueur en catégorie intermédiaire. Il double la mise en 89. En revanche, en 500, toujours rien. Mais l'espoir est permis dans les années 90, notamment grâce au Catalan Alex Crevillé qui devient en 1992 le premier Espagnol vainqueur en catégorie reine. C'était à Assen. En 1994, Alex rejoint le team Honda officiel mais se retrouve confronté au monstre de sa génération, Mick Doohan.
Tous deux nous offriront de sacrées batailles comme l'Espagne 1996, Brno cette année-là, ou encore l'Australie en fin de saison. Une lutte fratricide intense entre le numéro 1 et le numéro 2. Mais en 99, le quintuple champion du monde australien se blesse et se retire du championnat. La voie est libre pour Crivillier, qui prend le titre mondial et devient le premier espagnol champion du monde en catégorie reine. Ce sera son seul et unique sacre en 500. Puis l'Espagne doit attendre un peu. Si c'était Giberno donnait du fil à retordre à Valentino Rossi et à Max Biaggi au début des années 2000, Dani Pedrosa incarnait les espoirs de nouveaux sacres à partir de 2006. Mais ça n'est jamais arrivé. En 2008, Jorge Lorenzo débarque chez Yamaha et devient, comme son compatriote, une menace dans la lutte mondiale. Trop fougueux lors de sa première saison, il se canalise en 2009 et se bat contre son équipier Rossi pour le sacre. Mais l'Italien le conserve. Cela dit, le docteur se blesse gravement en 2010, saison que Lorenzo débute parfaitement. Cette année-là, le Mallorquin est un temps au-dessus de la concurrence et vient à bout de Casey Stoner et Dani Pedrosa pour devenir le deuxième espagnol champion du monde en catégorie reine. Le premier de l'ère MotoGP. Il double la mise en 2012 et en 2013, Marquez est donc arrivé. Après sa victoire au quota, le pilote Honda prend les commandes du championnat à Jerez. Si Dani Pedrosa s'accroche pendant une longue partie de la saison, c'est face à Jorge Lorenzo que l'homme de Cervera doit lutter pour la couronne mondiale. À Jerez, il se bagarre pour la première fois et le débutant y va franco lors de l'ultime virage de la course. Ironiquement, le virage Lorenzo. La bataille est lancée. Marquez confirme au Mans avec une 3ème place quand le Mallorquin se rate et ne finit que 7ème. Mais au Mugello, il se fait une belle frayeur. Déjà, il chute une première fois en FP1, mais en FP2, il perd le contrôle à 338 km/h en bout de ligne droite. Une chute hallucinante et effrayante. Mais mis à part quelques contusions, il s'en sort indemne. Fact validé. Sauf qu'il n'a pas fini de chuter avec un nouveau crash le samedi matin et un dernier en fin de course le dimanche. Première contre-perf. Mais en 2013, il n'est pas le seul à se faire peur car 2 grands prix plus tard, à Assen, c'est Lorenzo qui se blesse durant les essais. Clavicule touchée, il rentre se faire opérer en Espagne mais revient le jour de la course pour terminer à une héroïque 5ème place. Marquez 2ème, il revient sur le Mallorquin avant d'enchaîner une série de 4 victoires consécutivement. Lorenzo s'accroche et les deux pilotes nous offrent une belle bataille à Silverstone, malgré une épaule déboîtée lors du warm-up pour le pilote Honda. Une lutte intense jusqu'à la fin. Mais Marquez a l'avantage et à 3 grands prix de la fin, il compte 43 points d'avance sur son rival. Il peut clairement devenir champion du monde en Australie, mais à Phillip Island, Honda se foire. Dans cette course, les pneus Bridgestone se détruisent très vite. Alors, la direction de course oblige les pilotes à changer de moto durant l'épreuve. Ils ne peuvent faire que 10 tours maximum sur la même machine, sauf que Honda ne comprend pas bien la consigne. Il pense qu'il faut s'arrêter après 10 tours, et au 11ème, Marquez, alors naturellement en tête, s'arrête et change de moto. C'est une infraction au règlement et il est disqualifié. Ce fact est donc faux. Lorenzo l'emporte et inflige un 25-0 à son compatriote. L'écart tombe à 18 points, puis 13 après le Japon. La finale a donc lieu à Valencia et la stratégie du Mallorquin est claire, ralentir la meute et espérer que Marquez se noie dans le peloton. Malheureusement pour lui, bien que roulant sur un plus faible rythme, ce dernier est encore trop élevé. Marquez tient bon et reste dans la roue de son rival et de son équipier. En terminant 3ème, Marquez devient champion du monde MotoGP pour sa toute première saison. 3ème espagnol sacré en catégorie reine, mais aussi le premier pilote champion de sa première année depuis 1978 et Kenny Roberts. Ce fact est donc faux également. Bref, petite parenthèse sur Kenny Roberts. Après s'être révélé chez lui en dirt track au début des années 70, il traverse l'Atlantique le temps d'une pige en 74. Disputant son premier Grand Prix en mondial à Assen en 250, il débarque à temps plein en 78 avec Yamaha. Vainqueur du premier Grand Prix au Venezuela en 250, il grimpe en 500 lors de la 2ème épreuve en Espagne et s'impose pour la première fois en catégorie reine lors de la 3ème en Autriche. Il confirme à Nogaro pour le Grand Prix de France, ainsi qu'au Mugello, et s'affirme comme un prétendant à la couronne face à des Barichin, double champion du monde en titre, ou Johnny Cecotto. Kenny Roberts réalise une saison impressionnante et s'impose une 4ème fois en Grande-Bretagne à Silverstone avant de prendre le titre en Allemagne. Dernière course de l'année. Premier américain champion en catégorie reine, Kenny confirme en enlevant les 2 championnats suivants. Pour revenir à l'Espagne, 2 autres pilotes deviendront champions du monde dans la catégorie reine. Tout d'abord, Joan Mir en 2020, puis Jorge Martin en 2024. Vrai ou faux, Marc Marquez détient le record du plus grand nombre de victoires consécutives dans une saison. C'est faux. Après une saison 2013 intéressante entre Lorenzo et Marquez, on s'attend à la revanche entre ces deux hommes, mais très vite, on s'aperçoit qu'un homme est au-dessus du lot.
Marquez, évidemment. Blessé au péroné durant l'intersaison, l'homme de Cervera est bien présent au Qatar et se bataille une nouvelle fois face à Valentino Rossi. Sauf que cette fois-ci, c'est pour la victoire et l'Espagnol a le dernier mot. À Austin, c'est une nouvelle domination et il s'impose également en Argentine. Puis en Espagne, en France et en Italie. À chaque fois depuis la pole position, égalant donc le record de 6 poles consécutives tenues par Stoner. Mais devenant également le plus jeune pilote à enchaîner 5 victoires de rang. Ce record était détenu jusqu'alors par Mike Haywood. Ouais, en 2 saisons, Marquez a déjà pris plusieurs records. Cela dit, en Catalogne, ça se complique légèrement. Déjà, il ne part pas en pole et en course, il a affaire à Rossi, Pedrosa et Lorenzo, les 4 fantastiques. Franchement, j'y étais ce jour-là et c'était un truc de dingue. Une course magnifique, pleine de bagarres à tous les niveaux. Puis, au fil de la course, Lorenzo a été décroché et seuls Pedrosa et Rossi pouvaient encore battre le numéro 93. Mais Marc a eu le dernier mot avec autorité et s'est imposé une 7ème fois d'affilée. Quelle course! D'ailleurs ce jour-là, en Moto 3, Alex Marquez a remporté son premier Grand Prix en mondial. 2 frères vainqueurs le même jour, une première. À Assen, 2 semaines plus tard, les 2 frangins réitèrent et au Sachsenring, Marc prend une 9ème victoire d'affilée. Puis une 10ème à Indianapolis. 10 victoires en 10 courses, une razzia. Autant dire que le titre était déjà plié. Mais il n'était pas le premier à enchaîner autant de victoires à la suite. Non, le dernier à avoir fait ça, c'était Mick Doohan en 1997. Vainqueur du Grand Prix d'Italie au Mugello, à la Catalogne. Et 10 victoires d'affilée, ce n'est pas le record. Non, le record est détenu par Giacomo Agostini avec 20 victoires de rang. Tenez-vous bien, du premier Grand Prix de la saison 1968 à l'antépénultième de la saison 1969, Giacomo Agostini a remporté toutes les courses. Et là, je ne parle que de la catégorie 500, car si on ajoute la 350, on peut ajouter 15 succès supplémentaires. Mais c'est pas fini. En fin de saison 69, il n'est pas présent pour les 2 dernières courses, alors si on prend en compte uniquement les Grands Prix auxquels il a participé, on passe à une série de 48 victoires consécutives en catégorie reine, plus 26 avec la 350. Bon, autant dire que ce record ne sera jamais battu. Bref, à Brno, 11ème course de l'année, Marc Marquez est enfin battu, et c'est son équipier Dani Pedrosa qui l'emporte. De nouveau vainqueur à Silverstone, il connaît 2 contre-performances entre Misano et Aragon. 2 courses remportées par Rossi et Lorenzo. 2ème au Japon derrière Jorge, Marc abandonne en Australie tandis que Valentino Rossi prend une 2ème victoire. Mais Marquez remet les pendules à l'heure et remporte Sepang et Valencia, ses 12e et 13e victoires dans cette saison 2014. 2ème titre mondial avec 362 points contre 295 pour son dauphin Valentino Rossi. Et justement, ces 2-là vont nous intéresser pour le prochain fact. Vrai ou faux, Marquez a coûté le titre de champion du monde 2016 promis à Rossi au Grand Prix de Malaisie. Alors c'est faux, déjà c'est en 2015, et puis si Rossi n'a pas gagné son 10e titre, on ne peut pas dire que ce soit à cause de Marquez, même s'il a eu sa part de responsabilité. Revenons sur cette polémique. En 2015, l'Espagnol vise déjà la passe de 3, mais très vite, on se rend compte que sa 3ème saison en MotoGP est plus difficile. Que 5ème au Qatar, il s'impose tout de même à Austin avant de se confronter à Valentino Rossi en Argentine. À la lutte pour la victoire, l'intensité augmente et à 2 tours de la fin, le docteur donne tout pour passer la Honda. Au bout de la ligne droite, il y parvient, mais Marquez tente de repasser dans un trou de souris qui n'existe pas. Il touche son adversaire avant de percuter plus violemment la Yamaha qui l'envoie au tapis. Manœuvre musclée de l'un comme de l'autre, et c'est l'Italien qui s'impose au pays de Maradona. 2015, c'est une montée en puissance des tensions. Si jusqu'alors la rivalité était plutôt saine entre la légende et le challenger, là, ça devient plus viril. Par la suite, Lorenzo enchaîne une série de 4 victoires pendant que Marquez manque le podium au Mans et chute à 2 reprises entre l'Italie et Barcelone. Et à Assen, il recroise la route de Rossi et une nouvelle fois, la lutte est âpre. L'Italien est en tête depuis un moment, mais au freinage de l'ultime enchaînement, l'Espagnol tente sa chance et touche Rossi qui met donc poignet dans l'angle droit à travers le bac. Victoire du numéro 46, une chose que le clan espagnol n'accepte pas, et qui aurait valu aujourd'hui certainement quelques mois de prison pour le nonuple champion du monde. Nonuple champion du monde qui joue cette année sa 10e couronne face à Jorge Lorenzo. Si Marquez remporte les 2 courses suivantes, il est bel et bien écarté de la lutte mondiale par une nouvelle chute à Silverstone et en Aragon. C'est donc un duel 100% Yamaha, et l'ultime affront vécu par Rossi se passe à Phillip Island. Ce jour-là, la bataille est intense entre Lorenzo, Marquez, Iannone et le numéro 46, et la tension est palpable. Et Valentino sort de ses gonds après la course. Il accuse Marquez de jouer le jeu de Lorenzo,
Une sortie médiatique assez maladroite de l'Italien, d'ordinaire plutôt malin dans ce domaine. Et surtout, qui n'a pas vraiment de sens. Alors je veux bien croire que durant la course, Rossi, par son expérience, tout ça, a senti que Marquez était peut-être un petit peu plus agressif qu'à l'accoutumée, ou alors qu'il était un comportement un petit peu bizarre. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a gagné la course devant Lorenzo? Cette sortie médiatique est surtout un aveu de faiblesse pour Rossi. La pression dans le 10e titre est grande, et ses déclarations ne font pas plaisir au clan Honda. Et à Sepang, c'est l'explosion. Alors que Pedrosa et Lorenzo s'échappent, Rossi et Marquez se retrouvent à se disputer la 3e place. Mais l'Espagnol est pour le coup très agressif. Trop agressif au vu de la physionomie de la course et du moment de la bataille. Il se jette dans les roues de l'Italien un peu à corps perdu. C'est trop démesuré et maladroit quand on parle de Marc Marquez, mais dans l'absolu, ça reste de la course. Et ça a le mérite de faire péter les plombs à Rossi. L'Italien voit Lorenzo s'échapper, revenir au championnat, Marquez tourner autour de lui, il commet donc un acte antisportif dans l'avant-dernier virage, amenant son némésis à l'extérieur et le faisant tomber délibérément avec un beau coup de pied. La polémique est lancée et désormais, il n'y aura plus d'amitié entre le 46 et le 93. C'est une fracture immense entre les deux clans, et même entre les supporters. Après la course, remportée par Pedrosa devant Lorenzo et Rossi, l'Italien reçoit une lourde sanction. Il devra prendre le départ depuis la dernière place sur la grille à Valencia 2 semaines plus tard. Une finale à Valencia, une chose que Rossi ne voulait pas. Jamais trop à l'aise sur ce tracé, la tâche s'annonce très difficile, et pour le coup, en course, Marquez joue clairement le jeu de Lorenzo, le protégeant de Dani Pedrosa. Ni Rossi, ni Marquez ne sont clean dans cette histoire de 2015. Au prix d'un ultime baroud d'honneur, remontant de la dernière à la 4e place, Valentino Rossi échoue dans sa quête du 10e sacre pour 5 points derrière son équipier, qui, lui, prend sa 5e et dernière couronne mondiale, sa 3e en MotoGP. En 2015, Rossi et Marquez ont laissé échapper quelques plumes. D'ordinaire très malin, Valentino a déjoué dans cette saison 2015 en se trompant de combat. Le titre ne se jouait pas contre Marc Marquez, mais contre Jorge Lorenzo, et au vu du déroulé du récit de la saison, c'est à croire que parfois Rossi l'avait oublié. Aussi, 2015 marque une forme de changement. Depuis plus de 10 ans, l'Italien était le patron du MotoGP. Une mainmise importante, notamment dans les relations publiques, et une influence gigantesque, plus que n'importe quel autre pilote moto. Mais avec cette histoire, cet empire s'est quelque peu ébranlé, même s'il était loin de s'être effondré. Oui, car encore aujourd'hui, son influence dans le paddock reste encore très grande. Si Rossi n'a jamais été un tendre, en piste comme en dehors, l'Italien ira parfois un petit peu trop loin. 2015 en était un bel exemple, et il a toujours en travers de la gorge. À quelques reprises, les deux pilotes se croiseront, mais plus de scènes de joie comme on a vu par le passé. Et surtout, dernièrement, Rossi enchaîne des déclarations assez malveillantes et de mauvaise foi contre Marquez. Voyant l'Espagnol en train de l'égaler au nombre de titres, qui plus est, face aux pilotes de son académie. Bref, 2015, une cicatrice importante. Vrai ou faux, Marquez détient par son style de pilotage particulier le record d'inclinaison en MotoGP avec plus de 70 degrés d'angle. C'est vrai. L'une des choses les plus impressionnantes de Marc Marquez, ce sont ses sauvetages miraculeux. À plusieurs reprises au cours de sa carrière, l'Espagnol a réussi à récupérer sa moto dans des situations désespérées. Pendant longtemps, la formule était simple. Il chutait beaucoup durant les essais, trouvant l'absolue limite et en course, il gagnait. Et avec ce leitmotiv, Marc s'est beaucoup exposé et son style de pilotage, mêlé à son immense talent, nous a donc offert de telles situations. Et en Australie en 2019, c'est en sauvant sa moto qu'il a pris le record d'angle, 70,8 degrés. Sinon, hors dérobement de la moto, on est entre 55 et 60 degrés, c'est énorme. C'est vraiment fou, et c'est notamment dû aux évolutions des machines, bien sûr, mais aussi des styles de pilotage, et celui de Marquez a fait changer les choses. Complètement en dehors de sa machine, on ne se contentait plus de poser le genou, non, désormais, on posait l'épaule. Vrai ou faux, Marquez a effectué sa meilleure saison MotoGP en 2019 avec 18 podiums en 19 courses et une 2e place comme pire résultat. C'est vrai. Si 2014 se pose là avec une série de 10 victoires en 10 courses et 13 succès dans la saison, il faut croire que 2019 est encore au-dessus car Marquez a fait preuve d'une régularité absolue. Après avoir conquis les titres de 2016, 2017 et 2018, faisant de lui un septuple champion du monde, il fait donc office d'absolu favori en 2019, mais ses adversaires ont quelque peu changé. Depuis 2017, c'est Andrea Dovizioso qui joue les troubles fêtes. L'Italien, présent chez Ducati depuis 2013, a fait énormément progresser la Desmo Sedici.
En plus d'Andrea, on peut compter sur Maverick Viñales avec la Yamaha, et 2019 marque l'avènement d'un jeune pilote débutant dans la catégorie, Fabio Quartararo. N'oublions pas également Alex Rins et sa Suzuki capable de venir embêter Marquez, mais ce dernier va être absolument redoutable. S'il s'incline face à Dovi au Qatar au terme d'une belle bataille, il s'impose avec autorité en Argentine avant de commettre sa seule erreur de la saison, qui plus est au Cota, circuit où il est invaincu depuis 2013. Alors, Rins devient le deuxième pilote seulement à s'imposer sur ce circuit. Mais après, Marquez se remet en selle et semble imbattable, bien que quelquefois, il est challengé pour la victoire, et même parfois battu. Ces duels avec Dovizioso sont assez répétitifs d'ailleurs, où depuis 3 saisons, les deux hommes se tirent la bourre que dans l'ultime virage, et souvent, c'est l'Italien qui a le dernier mot. En 2019, c'était le cas au Qatar, et ça l'est également en Autriche. Notons également l'incroyable dénouement de Silverstone face à un Rins très malin, mais surtout, quelques batailles contre le débutant et très prometteur Quartararo, que ce soit à Misano ou en Thaïlande, mais à chaque fois, c'est l'Espagnol qui s'en sort vainqueur. Et ce jour-là, à Chang, Marquez décrochait son 8e et à ce jour, dernier titre mondial. Au final, de tous les prétendants à la victoire en 2019, il n'y a qu'un visage qui n'a jamais changé, et c'est celui de Marc Marquez qui, à l'exception d'Austin, n'a fait que des premières ou deuxièmes places sur toute la saison. 19 Grands Prix, 6 fois deuxième, 12 fois premier. C'est impressionnant. Vrai ou faux, Marc Marquez était invaincu au Sachsenring en MotoGP depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, en 2025 encore. C'est vrai. C'est faux, pardon. Non, c'est faux, c'est faux. Oui, sa série s'est récemment arrêtée. Revenons en 2019. Voilà 7 saisons que Marc Marquez écrase le MotoGP. Indéniablement, c'est la référence, le visage de la moto, l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. On l'a vu tout à l'heure, Marquez a une façon d'aborder les Grands Prix assez tranchée, sauf qu'à force de chuter, il y a un moment où le corps lâche, et pour Marquez, c'est à la fin du premier Grand Prix de la saison 2020 à Jerez. Un high side terrifiant où l'Espagnol se fracture l'humérus. Dans ce virage, 21 ans plus tôt, la carrière d'une autre légende s'était arrêtée, celle de Mick Doohan, et clairement, ça aurait pu être le cas de Marquez. Une grosse blessure, et pourtant 5 jours plus tard, pour le deuxième Grand Prix tenu à Jerez, contre l'avis de tous les médecins, Marquez renfourche sa Honda. Une grosse erreur qui n'a fait qu'aggraver la blessure, une tentative désespérée et un choix que Marc regrette. Il se rend à l'évidence, il doit s'éloigner des circuits. La saison 2020 est terminée pour lui, il revient en 2021 pour le 3e Grand Prix de la saison, au Portugal. Un retour qui s'accompagne de beaucoup de doutes. Quel Marquez allons-nous retrouver? Sera-t-il capable de retrouver son meilleur niveau? Dans l'histoire de la moto, beaucoup de pilotes n'ont jamais pu retrouver leur aisance après une grave blessure, et au début, le flou persiste autour de Marc Marquez. 7e à Portimao et 9e à Jerez, il enchaîne les chutes sur les 3 courses suivantes et arrive, par assuré, au Sachsenring, circuit qu'il affectionne particulièrement. Car depuis 2013, il est invaincu sur ce tracé. Chaque année, il s'est imposé et contrairement à Austin, il n'a jamais trébuché. En 2020, bien qu'absent, la série de Marquez au Sachsenring ne s'est pas arrêtée. Et ouais, parce que le Grand Prix d'Allemagne n'était pas tenu à cause de la pandémie. Voilà 1 an et demi qu'il ne s'est plus imposé et en se qualifiant en 2e ligne, on se dit que ce sera difficile. Mais Sachsenring n'est pas un circuit conventionnel. 11 virages dont seulement 3 à droite. Et Marquez a un petit truc en plus sur les virages à gauche. Ça vient de son entraînement, notamment en dirt track. Et surtout, physiquement, ce tracé est moins exigeant sur la partie droite du corps, et donc sa blessure le gênera moins. Très vite, dans les premiers tours, il remonte et prend les commandes de la course pour ne plus la lâcher. 581 jours plus tard, Marquez est de nouveau vainqueur de Grand Prix et sa série d'invincibilité au ring se poursuit. Si en fin de saison, il s'impose au Cota et à Misano, en 2022, cette belle série s'arrête, mais il faut dire qu'il n'était pas présent pour se défendre. Ainsi, pour la première fois depuis Dani Pedrosa en 2012, un autre pilote que Marquez s'impose au Sachsenring et il s'agit de Fabio Quartararo. C'est d'ailleurs à ce jour sa dernière victoire en Grand Prix. Allez, un dernier pour la route, vrai ou faux, Marc Marquez a roulé que pour 3 écuries en MotoGP et qu'il a été le plus fidèle avec Honda. C'est vrai. Il faut dire que le retour de Marquez en 2021 était en demi-teinte. 3 victoires, c'est excellent, surtout après une si lourde blessure, mais en réalité, c'était assez compliqué et le Marquez flamboyant des années 2010 n'était toujours pas revenu. En réalité, la période de 2020 à 2023 a été très difficile pour Marc. Son numérus ne s'est pas reformé comme il aurait dû et Marquez n'a pu piloter à son plein potentiel. Il était naturellement freiné et en début de saison 2022, à Mandalika en Indonésie, les problèmes sont revenus au galop. 4 chutes dont la dernière n'est d'autre qu'un très méchant high side.
Une nouvelle fois, il est éloigné des circuits, mais cette fois, c'est à cause d'une diplopie, un problème de vision qu'il a déjà eu en Moto2 en 2011. Donc, il est forfait, mais il revient après 2 grands prix d'absence, avant de nouveau s'éloigner. Il prend une décision radicale en retournant se faire opérer. Une opération de la dernière chance qui doit lui permettre de revenir à 100%. Clairement, la carrière de l'Espagnol se joue là. Et bonne nouvelle, ça se passe bien. Mais 2023 reste difficile. Déjà, il se reblesse légèrement à Portimao, où il percute Miguel Oliveira. 2 grands prix d'absence, un retour infructueux par 2 chutes, et en Allemagne, sur son terrain, c'est un véritable cauchemar. 2 crashs dans un nouvel high-side. C'est la goutte de trop, et de nouveau, 2 courses d'absence. Sauf que le physique n'est pas la seule raison de son manque de résultats, car en parallèle, Honda a beaucoup perdu. Les nombreuses absences de son pilote numéro 1 ont certes beaucoup pesé, mais également, la perte d'autres pilotes bons metteurs au point comme Dani Pedrosa fin 2018 n'a clairement pas aidé. Si Marquez a fait illusion pendant un temps, il était bien seul à pouvoir manier cette moto difficile, et alors que Ducati est désormais la référence absolue du MotoGP, Honda touche le fond. Seule exception, Alex Rins à Austin avec la machine du LCR qui s'est imposée. La dernière victoire de la marque avant Johan Zarco au Mans il y a quelques semaines. La deuxième partie de saison 2023 de Marquez est très difficile et il ne prend qu'un seul podium. Alors, il fait un choix fort en quittant l'écurie qui lui a tout donné, sa famille. Marquez a tout gagné avec Honda. 6 titres de champion du monde, 59 victoires et 101 podiums en 11 saisons, soit 169 grands prix. Rares sont les pilotes avec autant de fidélité à une marque. Son ancien équipier, Dani Pedrosa, peut en témoigner. Donc, se séparer, c'est un choix fort, surtout pour une écurie privée. Car ce choix s'est fait tardivement, et Marc a donc décidé de rejoindre le team Gresini aux côtés de son frère Alex. Des 4 équipes exploitant des Ducati, Gresini est la plus petite, et Marc se donne 1 an pour redevenir pilote officiel, quelle que soit la marque, à part Honda a priori. Mais dans sa tête, il vise clairement une place chez Ducati officiel. 2024 est donc une année particulière, mais avec la machine italienne, bien qu'évoluant sur une GP23 en deçà clairement des dernières GP24, Marquez se relance très vite. Il retrouve le sourire et de la performance. Il enchaîne les podiums avec des 2e et 3e places et joue le top 3 au championnat. Très vite, il devient une pièce maîtresse du marché des transferts et chez Ducati officiel, ça se joue entre lui et Jorge Martin pour le guidon de Bastianini aux côtés de Bagnaia. Finalement, c'est l'octuple champion du monde qui est choisi, alors que c'est Martin qui prend le titre en fin de saison. Puis, en 2024, Marquez retrouve les sommets. Chez lui, à Motorland, 1043 jours après sa dernière victoire, Marc redevient vainqueur de Grand Prix MotoGP. Il est de retour et il enchaîne avec Misano, puis Phillip Island un petit peu plus tard. À côté, chez Honda, c'est la crise. Jadis référence absolue, les motos du premier constructeur mondial sont les moins bonnes de la grille. La perte de Marc Marquez, mêlée à de mauvais résultats, provoquera d'ailleurs le départ du sponsor Repsol, alors présent depuis 1995. 30 ans plus tard, Marc découvre une 3e équipe différente, et c'est tout de rouge vêtu qu'il redevient la référence du MotoGP, et chasse désormais son 9e titre mondial, ne laissant aucun doute sur qui est le meilleur pilote de la grille, et peut-être même plus. On arrive au bout de ce vrai ou faux, j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous dévoiler le thème du prochain vrai ou faux, je vous rappelle les règles, marquez hashtag vrai ou faux en commentaire, comme ça vous connaissez, ça s'affiche en bleu, je le vois directement, c'est plus facile. Le thème du prochain vrai ou faux, ce sera sur Fernando Alonso. Ouais, au final, j'ai très peu parlé de Fernando Alonso, vraiment, il y a eu, je crois, même aucune vidéo consacrée à Fernando Alonso depuis le début de ma chaîne, c'est une anomalie, on va corriger ça très vite, donc allez-y, mettez vos facts vrai ou faux sur Fernando Alonso. Sinon, sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne, merci beaucoup. Et puis sinon, en description, vous avez quelques liens, et pas n'importe quel lien, vous avez des liens sur les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux, pardon, mais aussi des liens de Mezzarino à Contretemps, mon premier roman, une histoire fictive qui prend place dans un univers réaliste. Voilà, donc ceux qui l'ont acheté ont dit qu'il était très bien, ça fait plaisir. Donc si vous voulez l'acheter, que vous hésitez, n'hésitez plus, il est disponible. Bref, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport méca. À la prochaine, des bisous.